Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce petit point presse de méthode. Sébastien Lecornu, vraisemblablement, a remis sa démission à Emmanuel Macron qui l'a accepté. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Sébastien Lecornu est reconduit à Matignon, c'est ce qu'annonce à l'instant même l'Élysée. Sébastien Lecornu succède donc à Sébastien Lecornu. Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Merci pour cela, mais par pitié, bon Dieu de bon sang, faites preuve de responsabilité. Ah non, alors là, franchement, je pense qu'on a atteint, je pense que c'est parce qu'on approche minuit. C'est parce qu'on approche minuit que maintenant, en fait, ça va partir dans tous les sens. Une macroniste dont le président a expliqué que la dissolution était une grenade dégoupillée envoyée, y compris dans les jambes de sa propre coalition. Et c'est à nous qu'on demande de faire preuve de responsabilité. Non, franchement, c'est énorme. Ce que je veux vous dire, Madame énorme. Ce que je veux vous dire, une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Le 29 septembre 2025, le journal Le Monde a révélé que la famille Dassault, dont la fortune est estimée à plus de 20 milliards d'euros, avait modifié les statuts de sa holding familiale, le groupe industriel Marcel Dassault, qui vend notamment des journaux comme Le Figaro et des avions de guerre comme le Rafale. Cette modification des statuts, effectuée au mois de juin dernier, permet au groupe Dassault de bénéficier, comme l'explique Le Monde, d'un traitement fiscal extrêmement avantageux en matière d'impôts et d'être exonéré notamment de l'impôt sur la fortune immobilière. Le groupe Dassault est sous perfusion permanente d'argent public. La conception du Rafale, par exemple, a été sponsorisée par l'État français à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros, comme l'avait établi un rapport parlementaire publié en 2011. Et son journal, Le Figaro, est gavé, année après année, de millions d'euros d'aides publiques à la presse. En somme, quand il est question d'argent public, la famille Dassault gagne toujours deux fois. Une première fois au tirage, quand l'État lui verse de gigantesques subventions, puis une seconde fois au grattage, quand elle s'arrange pour ne pas payer trop d'impôts. Mais cela n'empêche bien sûr pas Le Figaro de soutenir très sérieusement que la France est, je cite, un pays communiste, car elle ne réduit pas suffisamment sa dépense publique. Les impôts, tout ça c'est pour le roi. Mais dans Saluste, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Le 1er octobre, le Rassemblement national a réintégré le bureau de l'Assemblée nationale, où il a récupéré 2 vice-présidences. Et cette confiance, évidemment, qui nous est accordée, n'est, je crois que, justice. C'est la juste représentation de l'élection qu'il y a eu précédemment. Grâce au soutien de ce que le journal Le Monde, qui refuse toujours de constater l'évidence que cette coalition gouverne avec l'extrême droite, continue imperturbablement d'appeler le bloc central, c'est-à-dire principalement les macronistes. Attends, il faut que tu me fasses un signal là, parce que j'ai rien vu. Le 1er octobre toujours, l'armée israélienne a de nouveau attaqué en toute illégalité dans les eaux internationales les bateaux d'une flottille humanitaire à destination de Gaza, à bord de laquelle se trouvaient notamment plusieurs ressortissants français, dont 4 députés et eurodéputés de la France insoumise. Le ministre macroniste des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a aussitôt publié un communiqué expliquant petit 1 qu'avant leur départ, il avait été rappelé aux participants à cette flottille qu'il était formellement déconseillé aux ressortissants français de se rendre dans la zone, et petit 2, que la France était par ailleurs en lien régulier avec les autorités israéliennes pour qu'une éventuelle opération d'arraisonnement des bateaux de la flottille humanitaire se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. Fin de citation. Quand des ressortissants français sont attaqués dans des eaux internationales par des commandos israéliens, le premier réflexe de ce très curieux ministre n'est donc pas du tout de dénoncer cet acte de piraterie caractérisé, mais bien au contraire, de suggérer qu'au fond, les victimes de cette attaque l'ont un peu cherché. Nous restons présents, puisque cette présence consulaire fait partie des missions
du ministère des Affaires étrangères et elle s'applique à toutes et tous, quelles que soient leurs opinions politiques, et que l'on les approuve ou qu'on les réprouve. C'est en soi assez sidérant, mais le plus stupéfiant est que ce même ministre confesse ensuite qu'il a échangé avec les pirates, non pour les dissuader de commettre une gravissime violation du droit international, mais bien plutôt pour s'assurer que cette agression se déroule dans les meilleures conditions possibles. Après ça, bien sûr, la France, fidèle à la déjà longue tradition d'extrême tartufferie du macronisme, a très gravement appelé les autorités israéliennes à assurer la sécurité des membres de la flottille, exactement comme si elles n'avaient pas acquiescé de fait à leur arraisonnement par un gang de hors-la-loi. Je tiens à vous exprimer ma solidarité, mon amitié. Soyez assurés du fait que la France se tient à vos côtés suite à ces attaques terroristes atroces que vous avez subies. Nous sommes toujours à vos côtés. Le 2 octobre, 24 heures après avoir offert au Rassemblement national 2 vice-présidences de l'Assemblée nationale, les macronistes et leurs alliés ont récupéré toutes les commissions de cette même Assemblée grâce au soutien du même Rassemblement national. En 2016, un an avant son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron avait adressé aux Français ce message inquiétant. « Si nous ne nous ressaisissons pas, dans 5 ans ou dans 10 ans, l'extrême droite sera au pouvoir. » 9 ans plus tard, il devient chaque jour un peu plus évident que ce qu'on avait pris à l'époque pour une mise en garde était en réalité l'annonce d'un programme. Par pitié, bon Dieu de bon sang, faites preuve de responsabilité. Alors là, franchement, je pense qu'on a atteint. Je pense que c'est parce qu'on approche minuit. C'est parce qu'on approche minuit que maintenant, en fait, ça va partir dans tous les sens. Une macroniste dont le président a expliqué que la dissolution était une grenade dégoupillée envoyée, y compris dans les jambes de sa propre coalition. Et c'est à nous qu'on demande de faire preuve de responsabilité. Non, franchement, c'est énorme. Ce que je veux vous dire, Madame Obono. Le 7 octobre, l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a déclaré qu'il ne voulait ni d'un homme de gauche, ni d'un macroniste à Matignon. Et qu'est-ce qui ferait que vous pourriez revenir dans un nouveau gouvernement ? Certainement pas si ce gouvernement était dirigé par un homme de gauche. Certainement pas si ce gouvernement était dirigé par un macroniste. Un jour, si ça se trouve, quelqu'un va révéler à Retailleau qu'il y a aussi des femmes en politique et qu'il peut même arriver qu'elles deviennent première ministre, et ça va lui faire un choc terrible. Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre, et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Le 9 octobre, le patron des patrons, Patrick Martin, président du MEDEF, a posé cette intéressante question. Est-ce que l'avenir du pays doit être suspendu à des échéances électorales, pour commencer les municipales ? La réponse est oui. Oui, en démocratie, l'avenir du pays dépend des échéances électorales. Mais il est tout à fait instructif de vérifier que le patronat se passerait volontiers de cette pénible formalité. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide and Exxon. Those are the nations of the world today. Le 10 octobre, 4 jours après que Sébastien Lecornu lui avait remis sa démission, Emmanuel Macron a annoncé qu'il nommerait un nouveau Premier ministre dans la journée. Le chef de l'État tenait là une nouvelle occasion de respecter enfin le résultat des élections législatives anticipées de 2024, remportées par le nouveau Front populaire. Il pouvait enfin désigner un Premier ministre ou une Première ministre de gauche, conformément aux souhaits d'une majorité d'électeurs et d'électrices. Mais plutôt que de se plier enfin à la règle démocratique, il a fait le choix, 4 jours donc après la démission de Sébastien Lecornu, de nommer de nouveau Sébastien Lecornu. Merci beaucoup. Bonjour. En 2020, Emmanuel Macron, manifestement agacé par des commentaires qu'il accusait déjà de se comporter comme un tyran, avait déclaré « Dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. » C'était pour une fois très finement observé, et cela fait plusieurs mois que nous le revérifions, à chaque fois que le chef de l'État remanie ses équipes gouvernementales, en rappelant à chaque fois la plupart des ministres dont il a accepté la démission quelques semaines ou quelques jours plus tôt. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Le 8 octobre, l'éditocrate Caroline Fourest, directrice de l'hebdomadaire Franc-Tireur, a constaté dans son éditorial de la semaine que les digues ont sauté et qu'en cas d'élection législative anticipée, le Rassemblement national est bien parti pour rafler la mise, car le barrage ne tient plus. C'était très finement observé, et il est tout à fait admirable que cette examinatrice avertie de la politique politicienne ait finalement fini par découvrir dès l'automne 2025 ce que n'importe quel enfant de 3 ans savait depuis fort longtemps. La suite était cependant beaucoup moins remarquable, puisque Fourest, dans le même édito,
attribuait la responsabilité principale de cet effondrement des digues à la France insoumise, que cette prédicatrice présente évidemment comme une meute dont le chef Jean-Luc Mélenchon aurait, je cite, tout fait pour pilonner ce barrage au marteau-piqueur, à coups de bruit et de fureur, et de députés pro-Hamas. La réalité est sensiblement différente. Si le Rassemblement national est aujourd'hui aux portes du pouvoir, c'est d'une part parce qu'Emmanuel Macron, depuis son élection à la présidence de la République, n'a cessé de favoriser son essor, et d'autre part parce que le commentariat autorisé vient de passer de longues années à installer dans le débat public l'idée proprement extravagante selon laquelle ce parti xénophobe d'extrême droite n'était au fond pas plus menaçant et pas plus extrémiste que la gauche antiraciste. Yael Braun-Pivet a reconnu elle-même que Sébastien Chenu était un bon vice-président de l'Assemblée nationale. Ce sont des gens qui se comportent bien, qui ont plutôt du respect en séance. En ce moment, Yael Braun-Pivet doit préférer Sébastien Chenu. La France insoumise est délibérément un parti anti-républicain. Certains toutologues ont même poussé cette démonstration un peu plus loin, en suggérant avec insistance qu'à la fin des fins, la France insoumise était plus dangereuse que le Rassemblement national. Et l'un de ces propagandistes se trouve être l'éditorialiste de l'hebdomadaire Franc-Tireur, Raphaël Enthoven, qui a fait preuve dans cette entreprise d'une obstination particulière. En 2021 déjà, il avait expliqué sur Twitter qu'en cas de second tour d'une élection présidentielle opposant l'insoumis Jean-Luc Mélenchon à l'ex-présidente du Rassemblement national, il irait voter à 19h59 pour Marine Le Pen. Cette déclaration avait provoqué un tollé et Enthoven avait fini par se raviser. Mais depuis 2 ans, il s'emploie à répéter compulsivement que la France insoumise serait, je cite, un parti passionnément antisémite, gangrené par ce qu'il appelle un antisémitisme d'atmosphère, concept qui a ceci d'intéressant qu'il permet de lancer des accusations infamantes sans qu'il soit nécessaire de prouver leur véracité, puisqu'une atmosphère est par définition une abstraction. Pour Enthoven, donc, il faut insister un peu, cet antisémitisme d'atmosphère ne se trouve pas tant du côté d'un parti d'extrême droite cofondé par des collaborateurs des nazis, dont un président a plusieurs fois été condamné pour antisémitisme et pour négationnisme. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et dont un député vendait des livres antisémites et négationnistes avant de s'installer à l'Assemblée nationale, que du côté d'un parti de gauche qui a toujours dénoncé l'antisémitisme pour ce qu'il était. Et bien sûr, ce renversement profite pleinement aux partis d'extrême droite, dont les responsables savent parfaitement que les accusations d'antisémitisme nuisent à son image et doivent probablement se féliciter de ce que l'éditorialiste de Franc-Tireur fasse si gentiment sauter une digue dont la directrice du même hebdomadaire pourra ensuite déplorer avec beaucoup de tristesse qu'elle ait explosé. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il a dit. Le 8 octobre toujours, Donald Trump a annoncé que les Israéliens et le Hamas avaient signé son plan de paix pour Gaza, où l'armée israélienne a tué plus de 67 000 Palestiniens depuis le mois d'octobre 2023. En France, la presse et les médias de droite ont aussitôt présenté le président des États-Unis comme un admirable pacificateur, et ils ont très sérieusement suggéré qu'il mériterait même le prix Nobel de la paix. Alors c'est bien du Trump, hein, quand on nous dit il a réglé cette guerre, etc. C'est légèrement excessif, mais sur le fond, moi j'attends la libération des otages. Donc si il arrive à arrêter ça, oui, il mérite d'avoir le prix Nobel de la paix. Dieu sait que je suis critique. Dieu sait que Donald Trump n'est pas ma tasse de thé. Mais enfin, quand un type dit des choses et les fait, le minimum, c'est de le reconnaître. Honnêtement, il le mérite. Dans le monde réel, ce président d'extrême droite qui a récemment débaptisé son ministère de la Défense pour en faire un ministère de la guerre a été, comme son prédécesseur démocrate, le principal sponsor de l'armée israélienne. We make the best weapons in the world and we've got a lot of them and we've given a lot to Israel, frankly. Et le principal fournisseur des armes qui ont servi à massacrer les Palestiniens. I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon, some of them I never heard of, Bibi, and I made them, and you obviously used them very well. Et il vient d'appeler dans son propre pays à ce qu'il présente comme une guerre de l'intérieur contre certains habitants des villes gérées par les démocrates, mais il est probable que ce sont précisément ces provocations qui ont séduit en France des commentateurs qui font de moins en moins semblant de ne pas souhaiter l'instauration ici aussi d'un pouvoir totalitaire.
Le 12 octobre, 48 heures après avoir réinstallé Sébastien Lecornu à Matignon, Emmanuel Macron a une nouvelle fois nommé un nouveau gouvernement illégitime, composé pour l'essentiel de ministres dont il avait accepté la démission une semaine plus tôt. Cette confiscation du pouvoir par une clique qui n'en finit plus de se succéder à elle-même relève désormais d'une espèce de routine qui n'appelle plus aucun commentaire particulier et qui ne prendra probablement fin qu'avec le départ d'un chef de l'État qui a plus qu'amplement prouvé qu'aussi longtemps qu'il resterait à l'Élysée, il continuerait à s'essuyer les pieds sur les règles les plus élémentaires de la démocratie. Mais relevons tout de même qu'on retrouve dans ce gouvernement l'indéboulonnable Rachida Dati, qui est donc réinstallée pour la 5e fois en moins de 2 ans au ministère de la Culture, en dépit du fait qu'elle doit être jugée pour corruption au mois de septembre 2026. En 2020, répétons-le encore une fois, Emmanuel Macron avait très justement rappelé que la dictature est un régime où on ne change jamais les dirigeants, et c'était, répétons-le aussi, absolument exact. Mais on redécouvre aujourd'hui, grâce au chef de l'État français qui avait promis en 2017 une république exemplaire. La république exemplaire, c'est celle qui ne cache pas. Et nous, on n'a rien caché jamais, vous savez. Qu'un tel régime peut aussi dégager une discrète odeur de putréfaction. Je vais suspendre la séance pour 5 minutes, le temps que les pompiers viennent expertiser tout ça. Le 12 octobre, Le Figaro, le journal du groupe Dassault, a publié un article expliquant que ce qu'il appelle la France des honnêtes gens en avait, je cite toujours, ras-le-bol de l'assistanat, des grèves et de la délinquance, fin de citation. Ce papier citait notamment l'exemple des honnêtes parents qui n'ont pas de quoi partir en vacances alors que leurs voisins, tous deux au chômage, envoient leurs enfants à la mer grâce aux cotisations familiales. Le Figaro suggère donc, sans trop se laisser entraver par la délicatesse, que les chômeurs sont les représentants d'une France des gens malhonnêtes et trouve un peu scandaleux que les enfants dont les parents ont perdu leur emploi puissent partir en vacances. C'est tout à fait intéressant, et on attend maintenant que le Figaro se penche sur le financement des vacances de ses propriétaires, qui attrapent de la main gauche des dizaines de milliards d'euros d'aides publiques, pendant qu'ils signent de la main droite les documents qui leur permettent, comme on l'a dit, un traitement fiscal extrêmement avantageux en matière d'impôts. Aujourd'hui, dans l'accès au logement social, le travail ne fait pas partie de la dizaine de critères qui permettent d'accéder à un logement social. Comment le comprendre ? On a abouti à créer un système social qui a maintenant la tête à l'envers et dans lequel le travail n'est plus la pierre de touche, la fondation du fonctionnement de notre pays. Le 13 octobre, Emmanuel Macron, après avoir délibérément provoqué puis entretenu depuis plus d'1 an une crise politique d'une amplitude exceptionnelle, a décrété que ce qu'il a appelé les forces politiques qui ont joué la déstabilisation autour de Sébastien Lecornu étaient, je cite, « Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. » Est-ce que ça rappelle quelque chose ? Absolument. Ça rappelle qu'il avait déjà tenu les mêmes propos, presque mot pour mot, dans un entretien accordé à la fin du mois d'août dernier à un hebdomadaire d'extrême droite, où il avait déclaré que c'était, je cite encore, aux forces politiques de savoir être à la hauteur, en trouvant les voies du compromis et de la stabilité, et que si elles s'avéraient facteurs de désordre, ce serait une lourde responsabilité. À l'entendre, ce président ne porte donc aucune responsabilité dans la crise politique actuelle. Il est, au sens premier du terme, irresponsable. La réalité, comme toujours, est cependant quelque peu différente. Dans la vraie vie, c'est lui et lui seul qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et de provoquer des élections législatives anticipées à l'été 2024. C'est lui et lui seul qui a purement et simplement confisqué le résultat de ces élections quand elles ont été remportées par la gauche, alors qu'il avait œuvré en sous-main pour favoriser l'extrême droite. Et c'est lui et lui seul qui, depuis ce coup de force antidémocratique, s'obstine à ne jamais changer les dirigeants d'un régime qui ressemble donc d'assez près à une dictature, selon la définition que lui-même avait donnée de ce mot en 2020. Mais en installant contre toute évidence l'idée fausse et mensongère qu'il n'est strictement pour rien dans la crise qu'il a délibérément provoquée, Macron ne s'exonère pas seulement de toute responsabilité passée et présente. 8 ans après avoir promis qu'il ferait barrage aux idées de l'extrême droite, il s'ouvre la possibilité, si jamais il devait dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale et provoquer de nouvelles élections législatives anticipées, dont certains sondages disent qu'elles pourraient être remportées par le Rassemblement national, d'imputer à d'autres, comme il l'a toujours fait, un désastre dont il serait pourtant le seul et unique responsable. Est-ce que, finalement, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'on a tout bien fait ? Non. Et au bout de 7 ans, est-ce que les gens, ils n'ont pas envie de vous mettre un coup de pied aux fesses ? Oui. Ce sera la faute de personne le soir du 2e tour. Ce sera la responsabilité des Français. C'est pas un pari, c'est une confiance. C'est que je dis, les gens ne sont pas des idiots. Je l'ai fait parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus juste dans une démocratie que la confiance dans le peuple. Le 14 octobre, l'ex-premier ministre, redevenu Premier ministre Sébastien Lecornu,
qui devait prendre la parole à 15h devant l'Assemblée nationale, a annoncé peu de temps auparavant qu'il allait prononcer un discours de droite sociale. Il s'agira d'un discours de sortie de crise politique, espère-t-on à Matignon, un discours de droite sociale aussi à l'image du Premier ministre, nous dit-on. Le problème est que la droite sociale, c'est un peu comme le capitalisme vertueux. Sur le papier, ça peut donner l'impression d'être plutôt plus sympa que la droite antisociale ou le capitalisme dégueulasse, mais dans la vraie vie, personne n'a jamais su ce que c'était. Merci d'avoir suivi cette chronique, à dans 15 jours. The person who actually got the Nobel Prize called me and said that I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do.